Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 92. Et dans cette chronique, je vais traiter un petit peu de la stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique. C'est une stratégie qui aujourd'hui est de plus en plus probante, puisque finalement, au fond, cette organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ce qu'on appelle l'ISESCO, est définie dans le cadre, je dirais, de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, qui est un puissant lobby qui vise justement à maintenir les populations d'origine musulmane dans un carcan islamiste, n'ayons pas peur de le dire. On dénonce tous les lobbies, alors parfois avec souvent du fantasme malheureusement, mais on ne parle absolument jamais de ce lobby-là. Pour cause, c'est pertinemment que les principaux bailleurs de fonds de l'UNESCO et de l'ONU, que sont l'Arabie Saoudite et le Qatar, manne financière, donc résultat des courses. Quand on finance un projet, ceux qui ont la responsabilité de le mettre en place ne dénoncent pas ceux qui les nourrissent. Alors effectivement, d'une manière générale, les Européens fantasment souvent sur le soi-disant lobby juif, également sur les États-Unis, qui selon eux a une influence sur la finance, les médias et la politique américaine, qui est responsable de toutes les formes, je dirais, de mal conspirateurs. Alors, même si les Américains ont des think tanks, et qui effectivement ils ne sont pas non plus innocents dans, je dirais, certaines manipulations, on a tendance toujours à focaliser sur, je dirais, ou exagérer la puissance américaine ou le lobby juif. Bon, ceci est dit. Mais ce que je constate, c'est que peu d'Européens aiment parler ou osent parler de l'influence croissante du lobby islamique en Europe. Et nous avons bien entendu tout un conglomérat, une agglomération de centaines d'organisations politiques et religieuses musulmanes sous l'égide de l'OCI, qui pour la plupart sont rattachées effectivement à la confrérie des frères musulmans, et qui ont pignon sur rue, parfois elles sont carrément les institutions nationales dans un pays, c'est l'espèce, je dirais, la France par exemple, on sait pertinemment que, n'ayons pas peur de le dire, l'UOIF, donc l'Union des organisations islamiques de France, est complètement noyautée, voire téléguidée par les frères musulmans, on le sait pertinemment. Malheureusement, on ne le soulève pas assez, et donc c'est cette raison pourquoi j'effectue cet audio. Alors je sais que beaucoup de gens vont me rironner, mais aujourd'hui, j'en veux pour preuve, moi je vous renvoie à télécharger en PDF, je dirais, cette stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique, et dont effectivement, dans la table des matières, les intervenants n'hésitent pas à déclarer quels sont leurs mobiles, leurs objectifs, les composantes qu'ils sont en train de mettre en place, les concepts et les fondements, et bien entendu les domaines d'action et les organes exécutifs. Donc je vous invite à le lire, vous pouvez le télécharger, ce n'est pas un secret de polichinelle, sur le site de l'ISESCO, donc ISESCO. Et donc cette stratégie, cette organisation de coordination avec le secrétariat général de l'Organisation de la conférence islamique, l'OCI, ce dernier élabore entre autres des documents de référence et de stratégie, certaines formes de think tank, n'ayons pas peur de le dire, dans les pays non musulmans dont les constitutions sont différentes. Alors, bien entendu, ils sont conscients également de l'importance du rôle des communautés et des minorités musulmanes établies en Occident, et partout, même dans le monde, et petit à petit, dans la réduction du fossé culturel qui sépare le monde islamique du monde non islamique. Et donc, en vue de protéger contre la
dilution culturelle, comme ils le disent eux-mêmes. Je reprends que les termes, hein, de la perte de l'identité islamique, notamment des deuxième et troisième, quatrième générations. Cet organe a décidé de mettre en place un cadre référentiel de l'action culturelle à l'extérieur du monde islamique, à travers des fondations, des centres culturels et également des organisations et des associations islamiques qui adopteront comme document de référence afin de, finalement, au fond, d'œuvrer pour que ces populations restent dans leur giron. Alors, je disais que, effectivement, il y a une centaine d'organisations politiques et religieuses musulmanes, dont beaucoup, je dirais, sont des porte-paroles médiatiques de certaines formes d'islam militant qui poursuivent ouvertement des actions antinationales, anti-républicaines. Je prends le cas d'espèce de notre République française, voire même à des moments anti-européennes, voire même anti-occidentales, et ce qui me fait craindre le pire, également, je dirais, antisémites. Donc, nous avons des agendas qui sont mis en place pour petit à petit créer des États dans l'État. Et bien entendu, tout cela se passe sous les bons auspices de nos gouvernants lâches et corrompus, et n'hésitons pas à recevoir un soutien des pays, je dirais, fondamentalistes islamiques, tels que le Qatar, l'Arabie Saoudite. Je ne parle pas de l'Iran parce que l'Iran a un rôle, je dirais, très minime dans cette organisation. L'Iran œuvre autrement, et cela, de toute façon, ce n'est pas le but de cet audio. Alors, effectivement, dans une Europe où l'islam est la religion qui connaît une croissance, je dirais, assez rapide. Alors, je dis bien la croissance, n'est pas la conversion, parce que les chiffres sont à discuter, mais une croissance rapide par le nombre de musulmans qui a triplé au cours, je dirais, des 30 dernières années. Ce think tank a compris comment utiliser effectivement toutes ces populations, les orienter, et comment exercer finalement au fond des pressions sur les décideurs européens, celles qui finalement au fond doivent institutionnaliser les lois islamiques en devenir, et afin de créer des groupes de pression qui transforment en fait la société européenne d'une manière, je dirais, irrévocable. Il y a encore, je dirais, quelques années seulement, les critiques disaient que leur objectif ultime n'était rien de moins que l'islamisation de l'Europe. Aujourd'hui, nous pouvons considérer qu'effectivement, il y a un but cherché. Alors, certains groupes de pression musulmans, les plus efficaces, sont situés bien entendu à partir du Londonistan. Rappelez-vous un petit peu la région de, je dirais, les secteurs, excusez-moi, la régionalisation de certains secteurs, certains arrondissements comme le secteur de Omar Bakri et comment il s'appelle celui-là? J'ai un trou de mémoire. Choudari, le fameux secteur de Hyde Park où ils font leurs conférences. Donc on peut considérer que effectivement les plus grandes communautés musulmanes organisées d'Europe sont le Muslim Council of Britain, le MCB, et le plus grand organisme musulman britannique, et des organisations locales, des mosquées, des organismes de bienfaisance et bien entendu des écoles. Alors, elle a récemment fait pression sur le gouvernement britannique pour qu'il adopte la loi islamique et donne des tribunaux de la charia et les pleins pouvoirs pour statuer sur les affaires civiles musulmanes, ce qui a été également, en cas d'espèce, cette même proposition au Canada. Bon, restons en Europe pour l'instant. Alors, le gouvernement britannique a discrètement sanctionné les pouvoirs des juges de la charia pour statuer sur des affaires allant du divorce et des litiges financiers, je dirais même à ceux impliquant des violences domestiques. Alors que précédemment, les décisions des tribunaux de la charia en Grande-Bretagne ne pouvaient être appliquées et dépendent de la conformité volontaire des musulmans. Les décisions rendues par, je dirais, un réseau de ces tribunaux islamiques sont désormais exécutoires. Cela devient de plus en plus inquiétant. Alors, les tribunaux islamiques dotés de ces pouvoirs ont été mis en place à Birmingham, à Bradford,
Londres, Manchester, et le siège du réseau est situé à Nuneaton, dans le Warwickshire. Deux autres tribunaux sont prévus à Édimbourg et à Glasgow. Bon, au total, puisque l'Angleterre fait office de pionnier, n'ayons pas peur de le dire, on peut considérer que, effectivement, au total, 85 tribunaux islamiques opèrent actuellement en Grande-Bretagne, soit près de 20 fois plus que l'on croyait, ce qui avait été défini auparavant. Alors, il y a une étude du groupe Réflexion, je dirais neutre, qui a révélé que de nombreux tribunaux et de conseils non officiels appliquent régulièrement la loi islamique pour résoudre les conflits familiaux, conjugaux et commerciaux, nombre d'entre eux opérant dans des mosquées, façon un petit peu de tribunaux clandestins. Et l'étude met en garde contre une acceptation rampante des principes de la charia en droit en britannique. Bon. Alors, bien que le MS, ce qu'on appelle le MSB, le MCB, pardon, qui représente, je dirais, la moitié des 3 millions de musulmans du pays, se présente comme le visage modéré de l'islam en Grande-Bretagne. C'est un principe je dirais, de double langage. Quand nous sommes faibles, nous sommes sympathiques. Quand nous sommes forts, nous imposons les choses. Bon. Le groupe a ses origines dans la politique orthodoxe extrême du Pakistan, puisque une bonne partie, je dirais même plus importante, des croyants émanent effectivement du Pakistan. Alors le MCB a certains de ses affiliés sympathisant avec le mouvement islamiste conservateur dans le monde musulman et entretiennent des liens particuliers avec les frères musulmans. Également la sinistre Jamaat Islami, mouvement anti-chiite s'il en est, anti-chrétien. Alors il faut savoir aussi, je voudrais faire un petit entrecrochet, que les chiites au Pakistan payent la jizya au même titre que les chrétiens. Ils ne sont pas considérés comme des musulmans. Et le Jamaat Islami ont des écoles à Peshawar et Karachi qui ont pendant très longtemps envoyé dans des camps d'entraînement d'Al-Qaïda des membres, je dirais, de leurs écoles. Alors, ce parti radical engagé dans l'établissement d'un État islamique au Pakistan, dont la loi la plus dure de charia, et dont une partie de ces écoles avait prêté effectivement serment à un moment donné, un temps, à Daesh. Bon, alors, loin de promouvoir un islam modéré, les critiques disent que le véritable objectif du MCB est d'aider les musulmans de Grande-Bretagne à devenir plus radicaux dans leurs croyances. Ça, c'est une réalité. Alors, parmi d'autres positions, le MCB estime que la mort est sanctionnée, je dirais, d'une façon appropriée pour l'apostasie et, je dirais, l'homosexualité. Le groupe a récemment approuvé une déclaration en faveur du Hamas. Le groupe a récemment, je dirais, appelé au djihad contre les juifs et Israël et tolère les attaques contre les troupes britanniques qui seraient postées dans les secteurs extérieurs à la nation. Bon. D'autre part, le MCB fait également, je dirais, régulièrement là, des journaux pour boycott des cérémonies du jour commémoratif de l'Holocauste en Grande-Bretagne. Il milite également pour la création d'un jour commémoratif du génocide alternatif qui incorporera des tragédies similaires. Nous avons un autre groupe musulman, le Comité des affaires publiques musulmanes du Royaume-Uni, le fameux MPACUK, je dirais, objectif de mobiliser les électeurs musulmans pour influencer sur l'issue, je dirais, influer, je dirais même, sur l'issue des élections britanniques lors des élections générales, d'une manière générale. Bon. Ce mouvement a joué un rôle essentiel dans la suppression de 6 membres du Parlement députés, perçus comme n'étant pas suffisamment, je dirais, pro-islamistes. Alors, lors des élections générales de 2005, ce fameux mouvement a lancé une campagne de dénigrement contre la députée travailliste Lorna Fitzsimons, et ce mouvement a distribué un tract affirmant qu'effectivement elle n'avait rien fait pour aider les Palestiniens parce qu'elle était juive. Un autre tract disait que Lorna Fitzsimons était une sioniste ardente et membre du lobby anti-musulman le plus puissant du monde, le fameux lobby israélien. Bon. En fait, encore une fois, nous sommes dans ce que j'appelle le délirium décorum. Fitzsimons n'est en fait pas juive. Et ce fameux mouvement a plus tard retiré le dépliant, mais finalement, au fond,
la formation était lancée et en définitive, ça a eu pour conséquence de renverser cette personne. Alors depuis lors, de nombreux députés britanniques se sont mis en quatre pour apaiser, effectivement, pour comprendre qu'ils pouvaient y passer également. Alors le MPACUK, donc le fameux mouvement, a récemment travaillé à la télévision britannique, le fameux Channel 4, pour produire un document intitulé Opération Muslim Vote, dans le but de faire pression pour, je dirais, une plus grande participation des musulmans dans la politique britannique. Et les documents racontent l'histoire de deux militants de ce fameux mouvement qui se rendent dans le nord de l'Angleterre pour prendre le siège de plusieurs députés jugés pas assez, je dirais, fermes à l'égard d'Israël. Bon. Le site web de ce mouvement indique que son travail est défini par le principe de base de l'anti-israélisme primaire, ne cachant pas, il s'oppose à l'idéologie politique raciste du sionisme, selon eux, et vise à contrer l'influence du lobby sioniste, choc des civilisations entre l'islam et l'Occident, et nous pensons donc que l'antisionisme est une priorité stratégique pour contrer la menace la plus importante, la plus urgente à laquelle est confrontée la Oumma, donc encore une fois la diaspora musulmane. Alors son site web indique également que les musulmans en Grande-Bretagne devraient s'engager de manière proactive dans les médias, grand public, la politique comme moyen plus efficace afin de raviver le phare obligation du jihad. Bon. Alors les groupes de pression musulmans ont également, je dirais, exhorté le gouvernement britannique à adopter la loi sur la haine raciale et religieuse, qui crée un nouveau crime, attisé intentionnellement, je dirais même la haine religieuse contre des personnes pour des motifs religieux, comme on pouvait s'y attendre. Et la nouvelle loi a établi de nouvelles limites à la liberté d'expression dans un pays où l'élite politiquement correcte cherche systématiquement à faire taire le débat public sur le problème croissant de l'immigration, je dirais, islamique. Alors, le pouvoir croissant du lobby musulman, qui est finalement appartenant à l'OCI, puisque cela finalement n'est qu'une émanation, donc le fameux pouvoir du lobby islamique européen a été démontré récemment par la décision de l'Union européenne à la mi-décembre d'abandonner discrètement une nouvelle mesure qui aurait exigé que les produits, par exemple, dans le cas d'espèces de la halal approuvées par les religieux, portent une étiquette pour aider les consommateurs non musulmans à s'identifier sur leurs origines. Bon. Avec la croissance exponentielle, je dirais, de la population musulmane en Europe, des milliers de tonnes de viande halal massacrées par les musulmans entrent maintenant dans la chaîne alimentaire générale, où elle est volontairement consommée par la population non musulmane. Bon. Alors, en s'inclinant dans les groupes de pression tels que le World Halal Forum Europe, le comité Suis Halal, en abonnant, je dirais, les exigences d'étiquetage, bien entendu, cela a été établi par l'Union européenne pour éviter, je dirais, tout conflit. Alors nous en arrivons à la France. France qui compte la deuxième. Je me suis exprimé sur l'Angleterre parce que l'Angleterre est pionnière dans la matière. On l'a vu dernièrement avec la volonté par les médias de cacher l'histoire du gang pakistanais qui, pendant des décennies entières, ont enlevé des milliers de jeunes filles blanches de 9 à 14 ans. Et bien entendu, les choses sont passées sous silence. Donc, nous en arrivons à la France, qui compte effectivement, je dirais, la deuxième population musulmane du continent, après l'Allemagne. Plusieurs groupes de pression musulmans tentent de représenter les 4,1 millions de musulmans estimés, je dirais bien, dans le pays. Le Conseil français du culte musulman, le fameux CFCM, est l'interlocuteur officiel de l'État français dans la réglementation des activités religieuses. N'oublions pas que le CFCM, je dirais, sans oublier bien entendu son alter ego, l'OUF, l'Union des organisations islamiques de France, travaillent de concert et font partie de la doxa des frères musulmans, n'ayons pas peur de le dire.
Et en tant qu'interlocuteur officiel de l'État français dans la réglementation des activités religieuses, et à ce titre, il représente de facto tous les musulmans français devant le gouvernement national. Les autres principaux groupes de pression musulmans rassemblent des organisations comme le RMF, le fameux Rassemblement des musulmans français, soutenu par le Maroc, et l'Union des organisations islamiques de France, que je viens de citer, hein, l'UOIF, qui est l'officine des frères musulmans, mais qui tient haut le pavé et qui, elle, est liée directement à l'OCI. Alors en Allemagne, également, qui habite la plus grande population musulmane d'Europe, en termes absolus, la puissance de l'Union islamico-turque pour les affaires religieuses, hein, le dit TIB, elle-même une branche de l'autorité des affaires religieuses du gouvernement turc, qui lui-même gouvernement appartient aux frères musulmans par le biais d'Erdogan, a réussi à convaincre la ville de Cologne, par exemple, d'approuver la constitution d'une nouvelle méga mosquée. La mosquée futuriste accueillera jusqu'à 4000 fidèles et disposera d'un grand dôme et de deux minarets de 55 mètres, soit 180 pieds, chacun doté bien entendu de tours de bureaux de 18 étages, la mosquée de 4500 mètres carrés, donc 48 000 pieds carrés, d'un coût de 20 millions d'euros, 26 millions de dollars, financée par des dons de plus de 800 groupes musulmans à l'intérieur et à l'extérieur de l'Allemagne, et les critiques du projet disent que la mosquée est un effort délibéré pour gâcher l'horizon de Cologne en détournant l'attention de la cathédrale gothique de la ville, un monument chrétien mondialement connu. Bon. Alors au cours des dernières décennies, les groupes de pression musulmans ont également persuadé le gouvernement allemand d'adapter le système, je dirais, d'éducation laïque de l'Allemagne afin qu'il réponde aux préférences islamiques, et le ministère allemand de l'éducation a par exemple accepté de financer des études islamiques dans plusieurs universités d'État, pour former bien entendu des animateurs de prières musulmans, des professeurs de religion, et la ministre allemande de l'éducation, Annette Schavan, a déclaré: nous voulons que le plus grand nombre possible d'imams soient formés en Allemagne. Les imams sont des constructeurs de ponts entre leurs congrégations et les communautés dans lesquelles se trouvent leurs mosquées. Et elle ajoute que l'Allemagne aurait besoin de 2000 imams et enseignants si les 16 États proposaient des cours d'islam. Alors ailleurs en Allemagne, dans l'État par exemple de la Rhénanie-Palatinat, des groupes de pression musulmans collaborent avec le ministère de la Culture pour concevoir des classes adaptées à l'islam. Et ça, c'est une réalité, hein. Ce sont des adaptations qui sont effectuées dans des écoles publiques, ce qui est d'autant plus grave. Alors la nouvelle directive recommande d'annuler tous les voyages scolaires pendant le mois de Ramadan en tenant compte des sensibilités des musulmans lors des planifications des stages, des événements scolaires, et attribuer finalement moins de travaux scolaires pendant le Ramadan, car le jeûne pourrait entraîner une perte de performance et de concentration chez les étudiants musulmans. À ce propos, je vous invite à lire deux ouvrages de Bruno Etienne qui sont assez intéressants, qui s'appellent L'islam, une chance pour la France, et Les banlieues de l'islam, et La France, une chance pour l'islam. Et vous verrez dedans la gestion du ramadan dans les usines, et plus particulièrement dans les industries automobiles. Et je m'arrête là. Je vous invite à faire vos recherches là-dessus, et vous verrez que c'est assez étonnant. Alors, poursuivons l'Allemagne, puisque l'Allemagne sont des Länder, dans le land allemand de la Basse-Saxe. Le conseiller central musulman allemand demande au ministère de l'Éducation d'inclure l'islam dans le programme de base de ses écoles, dans le cadre d'une initiative politiquement correcte pour concentrer le sentiment anti-islamique croissant dans le pays. À Berlin, le ministère de l'Éducation, de la Science, de la Recherche a récemment publié un guide intitulé Islam and School qui donne aux enseignants des conseils pratiques sur la manière de ne pas offenser les étudiants musulmans. Nous en arrivons en Scandinavie, où le Conseil musulman de Suède, une organisation je dirais, fêtière de groupe islamique du pays, toujours sous pilotage des frères musulmans, fait pression sur le gouvernement suédois pour qu'il mette en place une législation spéciale ou d'exception pour les musulmans en Suède, et les demandes comprennent le droit à des vacances islamiques spécifiques, financement public spécial pour la construction de mosquées, d'écoles de la charia, une demande que tous les divorces entre les couples musulmans soient approuvés par un imam et que les imams devraient être autorisés à enseigner l'islam dans les écoles publiques et puissent, je dirais, intervenir dans la vie sociale et juridique des musulmans.
Alors, au fur et à mesure que la population musulmane d'Europe augmente, les groupes de pression musulmans exercent également une influence significative sur la politique européenne et au Moyen-Orient, qui entraîne finalement au fond, un durcissement notable des attitudes européennes officielles envers tout ce qui finalement pourrait être hostile vis-à-vis de leur conception. Plusieurs pays européens, par exemple, désireux d'entretenir des bonnes relations avec les communautés musulmanes locales, préparent le terrain politique pour que l'Union européenne reconnaisse, par exemple, et inclue une sorte, aujourd'hui, d'annexe d'un parlement musulman. Alors, bien entendu, tout cela est encore en état de négociation, mais je crains qu'avec le temps, les choses risquent d'aboutir. Alors, bien entendu, aujourd'hui, nous sommes dans une réalité où on ne peut plus nier cette fameuse organisation, hein, qui est cette organisation islamique, je dirais, de la conférence islamique, hein, donc l'OCI, et bien entendu son bras séculier qui est l'ICESCO. Donc je vous invite à lire la charte, hein, pour mieux comprendre. Je ne peux pas mieux faire que cela. Hein, il est important de pouvoir la télécharger pour pouvoir mieux la comprendre. Alors je répète encore une fois, stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique, stratégie adoptée par la 9e conférence islamique au sommet tenue à Doha, État du Qatar, en 2000. Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ISECO, 1430-2009. Bon, bien entendu, d'autres conférences sont appelées à intervenir plus tard, mais je tiens que vous lisiez tout d'abord l'introduction, qui est intéressante, et ensuite, bien entendu, l'avant-propos, qui est fort intéressant, et bien entendu, tous les chapitres qui sont invoqués dans ce prestigieux, je dirais, opus, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les objectifs. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense qu'il est important de dire aussi il y a un lobby puissant islamiste et il faut le dénoncer. Une sorte de garder notre liberté de choix, de mouvement et d'action. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine conférence.